Donc, je me présente, Marie-Astrid Medevielle, je suis directrice à l'atelier Canopée de Rouen-Saint-Aignan. Alors, je vous remercie d'être à cet atelier maintenant et je remercie encore la Mission laïque française de m'avoir invitée à participer. Donc, cet après-midi, on va parler de créativité numérique et un petit peu aussi de code design, qui est un peu une marque de fabrique de Canopée dans nos méthodes d'animation en présentiel, mais pas que. Et on va voir ça un petit peu ensemble. Alors, je regarde, je ne sais pas trop où on en est dans le Answer Garden. Je vais repartager le lien dans le chat. Ouais, je veux bien. Là, je le mets en... la créativité, est-ce que c'est une compétence, en fait? C'est une des premières questions qu'on peut se poser. Si on parle de créativité numérique, on parle souvent des compétences autour du numérique. Donc, je me suis demandé déjà si la créativité pouvait être considérée comme une compétence. Alors, j'ai pris les définitions. La première, c'est celle du Larousse, tout simplement. La créativité, selon Larousse, c'est la capacité, la faculté d'invention, d'imagination, et on peut même parler de pouvoir créateur. C'est aussi le fruit d'un processus réflexif d'un individu face à une situation. Et là, ça nous semble assez, pour nous, intéressant, cette définition-là, puisque c'est plutôt là-dedans, en fait, qu'on va se situer quand on va parler de créativité numérique. C'est-à-dire qu'on va l'individu va se retrouver face à une situation nouvelle et il va falloir qu'il trouve un certain nombre de solutions. Donc, dans un environnement, un contexte défini. Alors, être créatif, ça peut être aussi d'accepter d'être déstabilisé pour voir le problème sous un autre angle, un autre jour. Quand on est enseignant, parfois, on est déstabilisé aussi avec ses élèves qui, parfois, vont nous dire oh, bah, je vais utiliser un autre outil que ceux habituellement, que ceux que moi, en tant qu'enseignant, je voulais utiliser. Et puis, finalement, il va peut-être être mieux connaître cet outil que moi en tant qu'enseignant. Donc, je vais être déstabilisée, mais en même temps, ça va permettre de sans doute faire naître des choses un petit peu créatives au niveau pédagogique. Donc, ceux qui sont déstabilisés, ça va être autant les enseignants que les élèves, parfois, dans cette situation. Alors, est-ce que c'est une compétence? Eh bien, dans certains référentiels, en fait, et notamment, j'ai pris le référentiel TIC de l'UNESCO sur les compétences des enseignants de 2011. Eh bien, ce référentiel va dire qu'évidemment, il y a des compétences à acquérir pour les enseignants, mais qu'il va falloir également que les enseignants soient capables d'aider les élèves à aller dans une démarche d'apprentissage collaboratif, donc d'apprentissage ensemble, de créativité et de résolution de problèmes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez généralement et assez souvent dans les différents référentiels. C'est le fait de lier collaboration, créativité et résolution de problèmes grâce au TIC. Donc, ce référentiel est de 2011, donc ça fait déjà 10 ans que cette compétence a été, on va dire, signalée. Alors, vous avez ici l'image du référentiel DIGCOMP, donc qui est le référentiel européen, qui, lui, est basé sur 21 compétences. Alors, l'image, j'aime bien parce que c'est l'image de l'enseignant qui se retrouve dans un océan du web et il va falloir apprendre à nager avec un certain nombre de compétences de création de contenu numérique et puis aussi de résolution de problèmes. Alors, ce référentiel, et c'est là que vous allez retrouver, parce qu'évidemment, le DIGCOMP est celui qui a inspiré le CRCN français EPIX. On retrouve donc 5 grands axes: la littératie de l'information des données, la communication collaboration, donc là on voit bien l'idée de la collaboration, la création de contenu numérique, la sécurité et la résolution de problèmes. Alors, la créativité, je ne l'ai pas trouvée nommée en tant que telle, mais peut-être que je l'ai ratée, mais je pense qu'en tout cas, quand on est dans résolution de problèmes, création de contenu, etc., on retrouve cette idée pour moi de créativité à ce niveau-là.
Alors, le tableau maintenant du référentiel CRCN pour la France. Donc, justement, là, vous avez la création de contenu. Il y a aussi des compétences autour de la collaboration et finalement, on trouve entre ces deux idées là, de création et de collaboration l'idée de co-créativité qui nous semble assez intéressante. Et nous, en tout cas, on travaille beaucoup sur cette idée à Canopé, notamment même pour des idées d'aménagement d'espace, ce genre de projet. Eh bien, on va essayer d'écouter tous les usagers, que ce soit les élèves, les enseignants et les autres adultes aussi intervenants. Et c'est cette collaboration qui va permettre de trouver des solutions co-créatives. Alors, il y a un référentiel canadien sur les compétences. Donc, c'est le cadre de référence de la compétence numérique. Alors, il s'appelle ça la compétence numérique avec 12 dimensions. Et dans ces 12 dimensions, en fait, vous avez une dimension qui est innovation et créativité. Donc, les deux sont vraiment liés pour eux. Alors, on retrouve dans les 12 dimensions également la collaboration, la production de contenu et la résolution de problèmes. Mais la créativité, elle est vraiment nommée, elle, ici. Alors maintenant qu'on a vu que oui, ça peut être considéré comme une compétence, la créativité dans le numérique, en tout cas probablement une compétence nécessaire dans le 21e siècle, on peut se demander si on peut faire une pédagogie de la créativité. Alors, une pédagogie de la créativité, c'est une pédagogie qui va nécessiter de déstabiliser aussi en tant qu'enseignant, de faire confiance à ses élèves, de se faire confiance aussi sur une capacité à rebondir parfois. On a un ouvrage qui est paru assez récemment, chez Canopé, qui est coordonné par Véronique Gardère, sur le design thinking au CDI. Donc, ce sont des expériences a priori pour repenser les espaces scolaires. Donc là, on est plutôt sur des choses en présentiel. Mais cette pédagogie de la créativité, en fait, elle induit des nouvelles compétences chez les élèves. Elle induit de les mettre en situation d'hypothèse et de recherche. Je vous l'ai dit, je suis professeure documentaliste à l'origine, donc je pense que ça se sent un peu. Effectivement, cette idée d'accompagner les élèves dans les recherches, cette idée d'avoir envie de développer l'envie d'apprendre tout au long de la vie, ça c'est important. Et puis, on va retrouver aussi un petit peu une idée de sérendipité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va chercher à l'origine, et on peut trouver des pépites avec ce fonctionnement. Donc, cette pédagogie de la créativité, elle consiste, c'est ce que je vous ai mis, à concevoir, mettre en place des dispositifs d'enseignement-apprentissage qui favorisent des processus et des performances par une démarche de production. Et l'idée, c'est d'avoir une nouvelle relation entre le savoir et l'apprenant. Alors, une pédagogie de la créativité, la pensée design. Alors, le livre, c'est Design Thinking. J'ai mis co-design dans le titre. Et là, je vous dis pensée design. Je vais essayer un petit peu de balayer tout ça, mais assez rapidement, je vous rassure quand même. Une idée, c'est un peu que seul, on va plus vite. C'est vrai, souvent, on a l'impression d'être plus efficace quand on est seul. Sauf qu'à plusieurs, on va plus loin. Donc, il faut accepter aussi que ces séances-là, elles risquent de prendre plus de temps en classe. Mais elles vont sans doute permettre d'emmener le groupe de manière globale plus loin. Et donc, c'est une voie didactique, ça peut être une voie didactique pour développer la créativité chez l'élève. C'est l'idée de l'intelligence collective. Et puis, on retrouve un peu cette idée-là aussi dans les trames documentation de 2016-2017. Il y avait comme titre « Créativité et coopération en documentation ». Voilà. Alors, cette démarche de design thinking ou de pensée design, c'est l'idée normalement d'une gestion de projet, donc c'est quelque chose sur du long terme, qui permet en fait d'amener des solutions pertinentes à une problématique en partant de l'écoute en fait des besoins et des personnes concernées. Et on est rythmé sur 3 grands axes, l'inspiration, l'idéation, donc là c'est le moment où toutes les idées vont fuser, et l'itération, c'est-à-dire aussi le fait de pouvoir ensuite vraiment mettre en faisabilité ce projet. Alors,
vous voyez, je vous ai repris, alors c'est un schéma qui est fait par des collègues de Canopé que j'ai repris. Le code design, ça s'inspire donc de cette pensée design pour créer de nouveaux produits, de nouveaux services en impliquant l'utilisateur dans la conception de ce service. Donc, on est dans l'idée de co-conception et donc pour nous, de co-collaboration, co-construction des savoirs, etc. Et vous voyez que dans ce schéma, eh bien, sont mêlés l'intelligence collective, la collaboration, les méthodes de créativité, etc. Donc moi, je vais employer design thinking, pensée design, co-design un petit peu indifféremment, même si il y a normalement des différences, mais dans la démarche, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout cette démarche en fait de projet. Une autre petite infographie autour du co-design, juste pour rentrer un petit peu dans l'idée aussi que c'est vraiment aussi une... Vous voyez, c'est autour de... Ça transforme l'humain, ça le fait grandir. C'est ça aussi, hein, ça fait partie un peu des compétences du vivre ensemble. Ça peut renforcer les compétences de vivre ensemble. Ça peut aussi être quelque chose d'important quand on travaille le climat scolaire, de travailler avec ces méthodes-là. C'est l'idée aussi de respecter les personnalités, alors à l'intérieur d'un groupe classe, mais respecter aussi les personnalités entre adultes et enfants et élèves et les différents adultes aussi d'un établissement, les différents acteurs d'un établissement. Le but, c'est d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours. Et là, on est vraiment dans l'idée de collaboration, coopération et aussi empathie. Dans les projets, alors j'ai présenté hier un projet Fab Lab autour de, quand j'étais sur un atelier sur la transition écologique plutôt et le numérique, mais je peux reprendre ici un peu l'idée de ces Fab Labs où justement on va utiliser des machines, alors imprimante 3D, machine à coudre, cartes de programmation, pour créer ensemble un projet. Et en fait, au départ, on ne sait pas forcément ce qu'on va en faire. Donc nous, on travaille avec des écoles et avec la Cité des Sciences à Paris sur le projet Fab Lab à l'école. Et on est vraiment dans cette idée en fait d'accompagner un peu ces projets et de voir quels sont les usages qui vont en être. Donc c'est un état d'esprit un peu, c'est une intention, ce sont des méthodes. Alors évidemment, vous avez toutes les méthodes qui vont être brainstorming, méthode de brise-glace, etc. Une ambiance, ça doit être plutôt sympathique. Alors on fait aussi des hackathons. Les bonbons, ça fait partie du hackathon. Bon, en ce moment, c'est plus compliqué, mais on espère que ça va revenir bientôt en présentiel et que cette crise sera derrière nous tous. Donc voilà, on est vraiment dans l'idée de un matériel particulier aussi, ça je voulais le signaler, puisque quand on parle de méthode co-design, je disais qu'à l'origine c'est plutôt des méthodes en présentiel. On fonctionne beaucoup avec des post-it, par exemple, pour pouvoir faire naître collectivement toutes les idées. Alors je vous montre rapidement deux exemples qui avaient été faits dans l'atelier Canopé 76. Alors avant que j'arrive, je rends à César ce qui appartient à César, Paul. Donc, dans l'atelier, il y avait un créaton qui avait été fait dans un collège. Et là, c'était en fait réfléchir ensemble, élèves et adultes, en mode co-design et créaton, sur comment faire réussir les élèves. Voilà, et donc les élèves étaient vraiment impliqués dans cette démarche-là. Et de l'autre exemple, c'est dans une commune qui a voulu, dans une commune à côté de Rouen, qui a voulu retravailler sur le périscolaire et sur la question d'accueil du périscolaire. Et donc, de la même manière, en fait, les élèves ont aussi été associés avec tous les acteurs du périscolaire pour réfléchir à une nouvelle charte d'accueil du périscolaire. Alors, je voulais aussi vous présenter un projet qui s'appelle le projet FUTE, donc le futur de l'éducation européenne. Et donc, dans ce projet, alors vous avez tout qui est en ligne. En fait, c'est un projet de recherche qui a été mené par différentes universités européennes. Canopé y était associé et notamment, si je ne me trompe pas, Canopé Auvergne-Rhône-Alpes y était associé. Et donc, en fait, l'idée, c'était justement d'utiliser les méthodes du design et du co-design dans l'éducation, de faire naître une espèce de kit
pour l'éducation. Donc, ce projet est maintenant terminé, donc tout le résultat est en ligne. Donc, vous pouvez télécharger, en fait, ça se présente sous un kit de cartes, et je vais vous expliquer un petit peu plus comment. Et ce kit de cartes, on peut tout à fait l'utiliser justement dans des séances d'enseignement. Donc l'idée, c'est de faire mieux travailler ensemble, l'idée, c'est d'animer des séances de créativité, et puis aussi de créer l'adhésion autour d'un groupe, faire émerger des idées, des choix, et puis faire partager, communiquer ensemble. Donc, je vous ai dit, c'était un projet européen. Et puis, l'enjeu, c'était de travailler sur les compétences du XXIe siècle, donc avec notamment la compétence de créativité et de collaboration, de transférer des méthodes qui étaient déjà utilisées. Alors, si je ne me trompe pas, le premier pays, c'était le Danemark, en fait, qui était parti sur ce projet-là. Et puis, sont venus la Finlande, la Belgique, le Pays de Galles et la France dans ce projet. Alors, concrètement, comment ça se présente ? Je suis allée un petit peu trop vite. Ça présente comme ça. Donc, vous allez vraiment pouvoir télécharger les cartes. Donc, nous, à l'atelier, par exemple, on les a téléchargées, on les a imprimées et puis on les a plastifiées pour pouvoir vraiment les utiliser en séance. Et vous avez un certain nombre de cartes autour de méthodes différentes. Vous avez les méthodes de collaboration. Vous avez 6 cartes autour de méthodes de collaboration, 6 cartes autour de méthodes d'encadrement comme encadrement des défis, grille des critères de réussite, ce genre de choses. 6 cartes autour des méthodes de communication, 6 cartes autour des méthodes de recherche et autour des méthodes d'analyse. Et en fait, on peut les utiliser dans le numérique. C'est-à-dire que je me suis retrouvée, comme vous tous, situation de devoir faire des séances évidemment à distance. Et je l'ai testé avec des professeurs documentalistes stagiaires, en les mettant évidemment par petits groupes dans un système de visioconférence. Et chacun, en fait, avait une carte autour d'une thématique et devait travailler cette thématique pendant un certain temps. Donc, par exemple, dans ce qui peut tout à fait se projeter dans le numérique, vous avez des cartes. La première, carte des connaissances et de l'expertise. Et vous voyez, on retrouve un peu ce fonctionnement en post-it. Et ça, il y a beaucoup d'outils numériques qui permettent de le faire, d'utiliser ces post-it. Et de l'autre côté, vous avez sur la communication les fameux Peshakusha, qui font travailler de très nombreuses compétences en plus pour les élèves, puisqu'il faut être synthétique, que ce soit dans la production du diaporama ou aussi synthétique au niveau de l'oral, puisqu'on a peu de temps pour dire un certain nombre de choses. Et tout ça, en fait, ce sont des choses qu'on peut mettre aussi dans le numérique. Donc, la méthode de mémoire, elle n'a pas été créée pour être utilisée dans le numérique, mais on peut l'utiliser en distanciel aussi. Voilà. Donc, je voulais vous en parler parce que c'était vraiment une méthode qui... Alors, nous, on l'a testée sur l'atelier récemment parce qu'on a eu des nouveaux espaces à imaginer dans l'atelier. Et donc, on s'est appliqué la méthode. Et ça a été vraiment très productif parce que du coup, on a aussi trouvé plein d'idées de nouveaux usages et on a aussi trouvé des nouvelles idées de nouvelles médiations qu'on pourrait mettre en place avec cette méthode. Voilà. Alors, l'idée, c'est pas d'utiliser toutes les cartes sur tous les projets, c'est plutôt de choisir quelles sont les cartes qui vont être pertinentes pour quel projet. Et à un moment, on n'utilisera peut-être qu'une seule carte, et puis à d'autres moments, sur des projets plus longs. Voilà. Mais en tout cas, et les cartes décrivent bien le temps qu'il faut, comment on se répartit, quelles sont les différentes phases, le matériel éventuel, etc. Alors, j'en arrive à la partie sur la créativité, le co-design et le numérique. Donc, il va falloir essayer de trouver maintenant des outils qu'on va pouvoir utiliser dans le numérique. Et vous avez Frama Libre. Je pense que vous connaissez bien Framasoft à la mission laïque française, puisque vous en avez un des fondateurs. Et bien, dans Frama Libre, il propose un certain nombre de listes d'outils, qui sont des outils libres et que l'on peut utiliser notamment donc ici pour de la gestion de projets.
Donc, la question des outils, elle est importante, hein, parce qu'il y a des outils qui sont très performants, mais qui ne sont pas libres ou pas gratuits ou pas, voilà, etc. Et on peut se retrouver avec la problématique du RGPD également. Et puis, donc, il va falloir essayer de trouver un petit peu des outils qui vont correspondre à toutes ces questions. Alors moi, je vais choisir un outil libre pour ce matin, enfin pardon, pour cet après-midi, puisqu'on n'est plus le matin, pour cet après-midi. Et je vais vous demander, donc tout à l'heure, on a un petit Answer Garden, là, je vais vous demander d'aller sur scrumbuller.ca. Voilà, si tu peux mettre, merci, le lien dans le chat. Alors, c'est un outil qui permet, en fait, et il était dans la liste de Framalib sur les gestions de projet, c'est un outil qui permet tout simplement de faire des post-it en ligne. Donc, je vous laisse un petit peu de temps parce que je suis sûre que vous avez vous-même plein d'outils numériques en fait que vous utilisez déjà avec vos élèves, surtout depuis un an, hein, mais sans doute peut-être avant, et que vous pourriez partager à cet endroit-là. Parce qu'un intérêt, c'est qu'aussi vous pourrez récupérer ça après. Alors, je vous laisse un petit peu de temps. Si vous pouvez aller vous connecter, mettre les petits post-it. Si vous avez des difficultés, ben, vous n'hésitez pas à le dire soit dans le chat, soit à prendre la parole pour nous le signaler et un petit peu essayer de partager tous ensemble les différents outils que vous avez vous-même. Alors, je vois plein de choses, c'est super. Je vois Booklab, je vois Learning Apps, qu'est-ce que je vois? Netboard, Jamboard, Padlet, Genially, Edpuzzle, Kahoot, Moodle aussi. Est-ce que vous voulez, on a un petit peu de temps. Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole pour présenter un outil particulièrement, pour dire en quoi c'est intéressant pour eux? Vous pouvez mettre quelque chose dans le chat sinon. En quoi cet outil vous paraît particulièrement intéressant? It's Learning, je vois aussi, qui vient d'arriver. Je ne vois pas de volontaire, alors je vais continuer. Alors, merci pour ces moments de partage. Moi, je vais vous présenter donc quelques outils. Et notamment, je vais vous présenter aussi un petit peu ce que Canopé peut vous offrir par rapport à ces outils. Alors, il y a des outils Canopé, mais on propose aussi un certain nombre de tutos, par exemple, tutoriels autour d'outils. Donc, dans ce qui relève aussi de la créativité en ligne, il y a évidemment aussi ce qui relève des cartes mentales collaboratives. Et je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Canotech. Alors en fait, Canotech, c'est la plateforme de Canopé qui a été créée pendant le confinement l'année dernière, le premier confinement. Avec en fait des classes virtuelles, des webinaires. Vous retrouvez par exemple Marcel Lebrun, des webinaires de Marcel Lebrun sur Canotech. Et vous avez également en fait, une fois que ces webinaires ont eu lieu ou une fois que des tutoriels ont été créés par des médiateurs, Canopé, etc., eh bien, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube de Canotech. Et là, par exemple, je vous ai mis un petit tutoriel d'1 minute 30 sur créer une carte mentale collaborative. Alors, l'outil qui est présenté ici, c'est Plectica, donc qui permet justement d'être dans le collaboratif, parce qu'il y a un certain nombre d'outils de cartes mentales qui ne sont pas sur le mode collaboratif, mais qui sont très bien aussi pour faire des cartes mentales en ligne. Mais voilà, l'avantage de celui-là, c'était que ça permettait aussi de faire du collaboratif. Moi, je vous invite en tout cas à aller voir la chaîne YouTube Canotech. Et puis aussi, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous créer un compte sur Réseau Canopé, c'est gratuit, pour avoir accès en fait à tous les webinaires qui sont sur Canotech. Et vous avez des webinaires de chercheurs, et puis vous avez également des classes virtuelles faites par nos médiateurs. Donc vous pouvez également y avoir accès et vous inscrire. On a d'ailleurs régulièrement des collègues des lycées de l'étranger qui s'inscrivent, donc n'hésitez pas à le faire.
Alors, d'autres outils dont je voulais vous parler. Alors, Booclap, mais j'ai vu que ça a été signalé tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est un outil vraiment intéressant, aussi pour faire collaborer, et voilà, merci Delphine, un outil collaboratif. Donc, Booclap, il est intéressant. Vous avez les appeducation.fr. Alors, je le mets quand même parce que ce sont des outils libres, etc. J'ai un petit doute sur le fait de savoir si vous pouvez les utiliser dans les lycées de l'étranger. Ah bah super, parfait. Et puis la digital.dev, alors que j'ai vraiment moi découvert en début de semaine, hein, je pense que c'est sorti en début de semaine, mais peut-être que je me trompe, qui vous permet en fait vraiment de faire beaucoup de choses, notamment des nuages collaboratifs avec les élèves, des nuages de mots, avec des nuages de mots, des nuages. Vous pouvez faire, il me semble aussi, de l'écriture collaborative, hein, parce qu'il y a aussi tout ce qui relève du collaboratif des heurpads, par exemple. Donc voilà, tous les pads Framapad, je vais citer celui-là, mais tout ce qui relève de l'écriture collaborative aussi, ça, c'est de la créativité et du numérique. Donc voilà, donc la digitale, vraiment à mon avis à suivre, hein, parce que il y a déjà beaucoup d'outils dedans. Il y a un petit outil aussi qui est pratique, c'est qu'on peut enlever ce qui relève de la publicité sur des vidéos qu'on peut trouver par exemple sur YouTube. Il y a ce genre d'outil aussi qui est proposé dans la digitale. Donc voilà, à mon avis, un outil à suivre et à retenir. Et puis, je vais vous présenter quelques outils canopiens, on va dire ça. Parce que il y a un Padlet limité, oui, bien vu, j'avais oublié de dire celui-ci. Effectivement, ça me semble intéressant aussi d'avoir une alternative à Padlet dans Digipad. Cuisinière, donc j'ai vu qu'il y en avait qui l'utilisaient déjà. Alors, Paul, tu as le droit d'intervenir sur la cuisinière avec moi en doublon, si tu veux. La cuisinière, c'est en fait une application créée par Canopé. Ça vous permet de créer des activités numériques avec vos élèves, et les élèves, en fait, vous leur donnez simplement un code et ils vont se connecter à l'activité que vous avez réalisée. Vous pouvez dire qu'ils ont, par exemple, jusqu'au 12 avril pour réaliser une activité, et après vous pouvez la corriger. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, surtout en ce moment, voilà, puisque ça permet de faire vraiment travailler les élèves sur des sujets. Ce que je trouve aussi intéressant dans la cuisinière, c'est qu'en fait, il y a déjà un catalogue d'activités qui ont été partagées par les enseignants, donc par la communauté globale des enseignants qui participent et qui utilisent Cuisinière. Alors, ce n'est pas une obligation de partager, c'est-à-dire si vous avez envie de créer des quiz pour vos élèves, des activités pour vos élèves, dans lesquelles vous mettez de la vidéo, ce genre de choses et des questions, mais que vous ne voulez pas le partager, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez également le partager. Et une fois qu'on a partagé, ce qui est bien, c'est que les autres, on peut récupérer, donc dans le catalogue, vous voyez, il y a un moteur de recherche, il y a des niveaux, il y a le sujet, etc. Et vous pouvez à ce moment-là récupérer une activité, la dupliquer, soit la reprendre telle qu'elle, soit aussi la modifier en fait pour vos besoins. Là, j'ai choisi une activité en sixième en géographie. Voilà. Mais ça fait partie, à mon avis, des choses qui sont vraiment intéressantes. C'est cette idée que maintenant, il y a quand même aussi du collaboratif entre enseignants à l'intérieur de Cuisinière. Alors, si vous voulez utiliser Cuisinière, et pour commencer, eh bien, vous avez aussi des tutoriels sur Canotech pour commencer sur la cuisinière. Alors là, on vous met deux liens. Donc, une première, vous avez deux petits liens, en fait, voilà, faire des vidéos sur la cuisinière dans Canotech. Et puis, vous avez aussi, en fait, surtout en ce moment, on en refait un certain nombre, les ateliers Canopé, puisqu'on est repassé en confinement en France, eh bien, on refait un certain nombre de classes virtuelles autour de la cuisinière. Le 13 avril l'après-midi, pour être exact. Paul, tu refais la prochaine à 13 avril l'après-midi, heure de Paris, on va préciser. Exactement. Voilà. Nos collègues d'Alence.
C'est Alençon qui fait, voilà. Donc, Canopée Normandie a fait. Alors, il y a aussi d'autres ateliers Canopée qui en font, mais effectivement, si vous voulez profiter le 13 avril, il y en a une. Et bah, Paul en a fait une ce matin également. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose sur la cuisinière Non, non, avant que je non, passe vous allez retrouver C'est bon? effectivement sur Canotech l'ensemble des vidéos tutos qui peuvent vous aiguiller sur la création des premiers quiz, mais l'outil est assez simple à prendre en main et il y a une grosse communauté qui est déjà active. Et effectivement, juste pour finir sur le catalogage, en tout cas le catalogue de quiz, euh, du fait du premier confinement, il y a le catalogue s'est énormément épaissi. Donc on traite vraiment de la maternelle jusqu'au lycée professionnel et général et à la formation continue. Donc voilà, on retrouve vraiment un grand échantillon, une possibilité de questions et de questionnaires faciles à reprendre en main et puis qui est en raccord avec la RGPD. Oui, ça c'est important aussi. Alors, un deuxième outil que je vais vous présenter. Alors, celui-ci, par contre, il va nécessiter, alors non pas de la part des élèves, mais de la part des enseignants pour créer des activités, il va nécessiter un abonnement. Alors, jusqu'ici, il y avait un abonnement on pouvait s'abonner juste au service Pégase. Maintenant, en fait, l'abonnement global au service de Canopée a modifié, notre offre d'abonnement s'est modifiée. Et donc, Pégase fait partie de notre offre d'abonnement. On a aussi ce qu'on appelle les petits ateliers. Là, je ne vais pas trop développer, mais si vous êtes dans le premier degré, ça peut être intéressant pour vous, les petits ateliers. Pégase, en fait, donc fait partie de l'abonnement et je me suis renseignée, vous pouvez vous abonner au service numérique de Canopée en étant dans les lycées de l'étranger. J'ai demandé avant ce matin et on m'a confirmé que c'était bon. Donc, vous pouvez voilà, vraiment utiliser ça. Donc, Pégase, c'est pareil, c'est un produit Canopée, donc on va respecter le RGPD. Et vous pouvez faire deux choses avec Pégase, soit concevoir des jeux de piste, soit concevoir des escape games. Alors, de côté élève, en fait, l'élève, il va aller télécharger l'application Pégase sur son téléphone mobile ou sur sa tablette. Ça fonctionne chez Google Play et ça fonctionne côté iOS aussi. Et puis, vous, côté enseignant, en fait, vous allez sélectionner un parcours et relever son code. Donc, soit vous créez un parcours, soit de la même manière que pour la cuisinière, on a un catalogue de ce que les collègues ont déjà créé et partagé, eh bien, c'est exactement la même chose chez Pégase. Donc, ça, je trouve ça plutôt aussi intéressant. Il faut avoir un compte sur la cuisinière. Il va falloir se créer un compte, mais ce sera gratuit, la cuisinière. Alors que Pégase, il va falloir un abonnement pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, j'en étais où? Voilà, je vous ai pris deux exemples, biodiversité et pression humaine, l'exemple de la forêt. Ça, c'était créé par un atelier Canopée. Et vous voyez, vous avez un code en fait, qui permet en fait à l'élève d'arriver directement sur l'activité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'élève n'est pas obligé d'être connecté à Internet au moment où il fait l'activité. Donc ça, c'est aussi intéressant. Vous voyez de l'autre côté, j'ai pris un exemple d'un escape game en histoire. Donc, vous avez à la fois des exemples de jeux de piste et des exemples d'escape game. Vous avez les deux qui sont aussi dans le catalogue. Et vous êtes en licence Creative Commons, donc vous pouvez les réutiliser, vous, avec vos élèves, une fois que vous avez des codes. Donc, cet outil, il est quand même aussi vraiment intéressant. Alors, je vais un petit peu aller trop vite. De la même manière, il faudra il y a des classes virtuelles en fait aussi pour prendre en charge, pour réussir à utiliser Pégase. Alors il est plus simple côté jeu de piste que côté escape game, mais comme il existe aussi un certain nombre qui existent déjà dans le catalogue, vous pouvez aussi dupliquer et modifier ce qui existe déjà au préalable. Il est important juste de noter peut-être sur Pégase que les contenus que vous retrouverez dans le catalogue sont associés à des cours ou des livres ou des contenus réalisés en classe. Et donc forcément, si vous téléchargez les modèles pour essayer, il est possible que vous vous retrouviez complètement coincé puisque vous n'avez ni suivi le cours, ni le livre. Enfin voilà, il n'y a pas de référence. C'est-à-dire que ça s'appuie sur un ouvrage ou sur un module développé en cours. Donc forcément, quand on les télécharge pour essayer, on se retrouve des fois voilà, un peu piégé. Donc c'est important de bien comprendre cette nuance-là. Ce sont des parcours escape game qui ne sont pas indépendants d'un cours ou d'un ouvrage de référence, le plus souvent.
Voilà. Merci pour la précision. Et un dernier outil que je voulais vous présenter avant d'arriver aux questions. Alors, il est plus ancien, peut-être vous connaissez déjà, c'est Canoprof. Et Canoprof, en fait, c'est un outil que vous allez télécharger sur votre ordinateur pour pouvoir ensuite créer aussi des activités avec les élèves. Donc là, j'ai juste pris une capture d'écran d'un type d'activité qui existe déjà. Donc là, c'est géométrie dans l'espace en cycle 3. Et vous voyez qu'on peut mettre en fait une vidéo pour que les élèves la regardent. Et puis, vous avez en dessous un petit exercice sur le principe un peu comme Learning Apps, hein, justement. Donc, on peut vraiment, avec ces outils, à cet outil Canoprof, lier beaucoup de types d'exercices et de types de ressources qu'on peut mettre à disposition des élèves. Et de la même manière, vous avez aussi il y a déjà beaucoup d'enseignants qui ont utilisé Canoprof et qui mettent aussi à disposition ce qu'ils ont déjà créé. J'ai vu passer un tweet il y a 2 jours sur un collègue qui avait fait une activité en anglais sur Canoprof et qui disait allez-y, je l'ai partagé, vous pouvez réutiliser pour vos cours. Donc ce côté aussi est intéressant. Alors je regarde, il y a une question sur l'abonnement. Non, pour moi, il est dans l'abonnement individuel, Pégase. Il faudrait que je revérifie, mais j'en suis quasiment sûre. Paul, tu as un avis sur la question? Je pense que oui. Pour moi, c'est sur l'abonnement individuel maintenant. Parce que ça vient de Alors, changer. oui, alors je ne vais pas avoir la réponse par rapport à Étincelle, juste au-dessus, mais effectivement Oui. quand on a eu une réforme de l'abonnement Canopé et de la gestion des comptes Canopé, maintenant quand vous avez un compte Canopé, vous avez aussi accès à différents outils. Certains en libre accès, quel que soit votre type de compte, qu'ils soient gratuits ou payants, comme la cuisinière par exemple. Et puis avec le même compte, par contre, vous pourrez accès à d'autres ressources en fonction de votre type d'abonnement et Pégase en fait partie, donc que ce soit individuel effectivement ou collectif quand voilà, Voilà. on vous ouvre des droits de toute façon sur un abonnement collectif. Mais oui, ça fait partie de Voilà. l'abonnement individuel. Oui, alors là, Étincelle, effectivement, il faudrait que Enfin, c'est effectivement une plateforme avec laquelle Canopé a participé, mais je n'avais pas prévu d'en parler. Donc, je ne vais pas pouvoir plus détailler. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous mettre mon mail ici. Et à ce moment-là, si vous avez des questions plus précises, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer. Voilà. De la même manière, si vous avez des questions sur les abonnements, etc., sur tout ça, eh bien, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez, on relaiera les questions et voilà. Alors, je sais, justement, c'est quasiment terminé, mais est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je vais couper mon partage. Et sinon, je vais vous souhaiter un bon après-midi. Il y a plein de choses passionnantes dans le. Ah, j'en mets ma vidéo. Il y a plein de choses passionnantes dans votre programme de la mission laïque française de ces journées numériques. Donc, profitez-en bien. Et je souhaite à tous une très bonne journée.